important quand on parle de Patrice, je vais y arriver. Quand il parle d'Afrique, il parle de trois choses. Il parle du continent, il parle de la diaspora africaine, il parle des afro-descendants. C'est là que j'ai compris que le monsieur était panafricaniste, panafricain plutôt, je crois que c'est plus approprié, mais il le portait en lui. Parce qu'il a fait l'expérience terrain de l'Afrique, parce qu'il est introduit dans différentes communautés africaines. Je le connais très bien que des Congolais, je l'ai vu avec des Camerounais, je l'ai vu avec des Gabonais. Patrice Ndiassé Pognon, que nous on appelle le Ndiassé, aime réellement le continent. Et vraiment, c'est pas parce qu'il est là, je l'ai connu par Marcel, le mec qui n'est pas là aujourd'hui, il fait de l'unanimité sur sa qualité humaine. Mais c'est pas pour autant que je serai indulgent avec l'auteur. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est engagé réellement, mais est-ce qu'il y a un intérêt à lire cette ouvrage? Telle est la question. Je trouve qu'il est, il est très riche, il est sourcé, il est documenté. C'est à 400 pages à peu près, et c'est très structuré. Quel est le propos de l'ouvrage? Je vais lire le titre. Le petit manuel africain de guerre économique, tome 2. Comprendre la Chine en Afrique, un allié mal jaugé, une alliance mal jugée. Il nous invite à réfléchir sur la place de l'Afrique dans l'économie mondiale. Il parle de guerre économique, donc la guerre que l'Afrique doit mener avec ses partenaires historiques et les nouveaux partenaires, la Chine, les BRICS. Voilà. Donc c'est un ouvrage qui s'inscrit dans son temps. Et ce qui m'a intéressé, c'est de voir le point de départ de l'ouvrage. Il parle du forum, du 9e forum, de la coopération entre la Chine et l'Afrique. Et en fait, il emploie les mots de son maître à penser, Jean-Paul Pougala, j'espère que je n'écorche pas son nom. Voilà, tu nous en parles, j'ai compris que c'était très important dans ton cheminement. Et qu'est-ce qu'il dit Jean-Paul Pougala? On apprend deux choses. Moi, je retiens deux choses de ce 9e forum. Première chose, sur les 20 dernières années, on voit comment la Chine a été très importante pour le développement de l'Afrique, multipliant par 30 la valeur des transactions entre l'Afrique et la Chine. Ça n'a pas de nom. Il n'y a pas de précédent dans les relations entre l'Afrique et un autre partenaire. Et à contrario, ce même 3e forum donne à lire le désengagement de la Chine vis-à-vis de l'Afrique. Et c'est un peu le propos de l'essai aussi. Pourquoi? Donc, Patrice nous parle de tous les pays, des perspectives, cette somme avec ce que dit Joe Biden, président américain, 2 ans avant, 55 milliards de dollars. On voit que peu à peu, la Chine est un peu déçue de ce rapport qu'elle a avec le continent africain. Et là, l'auteur, Patrice, nous explique que c'est dû au fait que nos dirigeants manquent de vision stratégique, d'une part. Et que nos divisions sont dans le bavardage, pour prendre son mot, au lieu de s'appuyer réellement sur cet accord, il parle des accords de Dakar, il reprend 36 points précis, divisés en 8 rubriques, où on voit point par point à quel point les accords qui sont matérialisés par ces différents forums sont profitables pour l'Afrique. On parle de développement durable, on parle de la paix, on parle de l'industrialisation. Et l'ouvrage, dans un premier temps, essaie de déconstruire une idée reçue selon laquelle la Chine est un mauvais partenaire. Et de nous expliquer que les Africains se font avoir par toute cette propagande anti-chinoise depuis le 19e siècle, c'est ainsi. Et ça participe à ce que beaucoup d'Africains déjà, et même nos dirigeants, ne soient pas au fait de la relation qu'ils peuvent avoir avec la Chine. Donc voilà. Une fois qu'il a déconstruit ça, c'est pas non plus idéaliste. Il s'est mis qu'il y a des choses à faire, notamment en termes de transformation de nos matières premières, en termes de transfert de compétences. Et ce qu'il dit après ça, c'est que malgré tout, malgré le fait que ce soit pas idyllique, on a tout à apprendre de la Chine. Et là, les propositions sont faites en termes d'industrialisation pour le développement. Il parle de modèles qui ont marché, il parle des zones économiques spéciales qui marchent au Kenya, en Éthiopie, il parle de cités industrielles dans lesquelles il faut prioriser l'entrepreneur, des champions nationaux pour l'essor du continent. Voilà un peu le propos. Même si c'était en diagonale, c'est une belle diagonale, en tout cas zigzaguée peut-être. Et donc voilà, donc déjà je tenais à le remercier, je tenais à remercier ceux qui étaient là, je tenais à remercier Hakim, qui a pu nous accueillir dans cet espace, et puis vous qui êtes là. Je pense que beaucoup de vous qui me connaissez, vous savez que mon attachement pour le continent africain, et surtout ma volonté de trouver des solutions, et les solutions elles sont là. Et je pense que ce sera peut-être les questions que vous allez me poser, mais c'est vrai qu'on me demande pourquoi je parle beaucoup de la Chine.
c'est parce que la Chine a accompli un exploit. Et il faudrait qu'effectivement que l'Afrique s'en inspire, sans forcément la copier, parce qu'effectivement on a aussi notre partition à donner. Il ne s'agit pas de faire du copier-coller, mais vraiment d'étudier. Et c'est vraiment cet élément que j'apporte, pour ça que j'ai appelé le petit manuel. C'est pas un roman, c'est pas un roman, c'est vraiment un outil qui va nous permettre de voir ce qui a été fait, comment ça a été fait et pourquoi ça a été fait de cette manière-ci. Donc voilà. Je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose, peut-être si vous voulez poser des questions un peu plus, mais c'est vrai que après dans l'idée, c'est que ce ne soit pas forcément aujourd'hui un cours de géopolitique, on n'est pas forcément là pour ça. C'est pourquoi je voulais faire vraiment cette séance de dédicace, c'est vraiment pour vous parler un peu de la genèse, et c'est vrai que Maria vous l'a très bien décrit, mon parcours, parce qu'effectivement j'ai eu un éveil qui s'est fait en 2014 avec Jean-Paul Tougala justement. Jean-Paul Tougala qui est un économiste camerounais, il est très connu et reconnu, il est aussi très controversé. Il faut savoir que les Camerounais ne l'aiment pas forcément parce que voilà, il est très dur, il s'attaque des fois à la religion de manière un peu brutale et donc du coup ça braque les gens. Mais enfin en tout cas, sur le fond, sa vision elle est excellente. Et il a fait vraiment, et je trouve qu'il a fait beaucoup pour le continent africain, en tout cas pour les jeunes, en nous ouvrant la porte de la Chine. Parce que avant 2014, très peu d'Africains, en tout cas moi dans mon entourage, on ne connaissait pas du tout ce pays continent, la Chine. Et quand on y arrive, pour la petite anecdote, c'est vrai que quand je devais y aller, quand je me préparais pour y aller, je ne sais pas du tout, à cette époque-là il n'y avait pas d'image pour la Chine. Donc je ne connaissais pas du tout comment c'était. Donc je regarde sur internet. Et moi, je pensais qu'ils étaient tous en vélo avec leur col Mao. Donc je me dis bon, ça va être un peu folklorique, voilà, un peu spécial. Et quand j'arrive là-bas, je me prends une claque en fait, parce que je m'aperçois que les gars, ils sont très en avance, les routes sont larges, l'internet est partout, il est gratuit. Ils ont des applications spécifiques. Enfin, je me prends vraiment une gifle. Et ça, c'est qu'en 2014. Depuis 2014, maintenant, jusqu'en 2025, vous allez voir que justement, il y a un vrai travail de soft power qui est fait justement sur la Chine pour pouvoir travailler son image. D'ailleurs, ils ont aussi permis en tout cas pour les Européens, de ne pas avoir de visa pour pouvoir y accéder. Donc, un accès, une circulation qui est devenue plus ouverte. Donc ils ont beaucoup travaillé sur leur image et donc tout ça permet de séduire et de changer un peu la perception de la Chine et de voir qu'effectivement que c'est un pays, même si effectivement la langue fait un peu barrière, de plus en plus on voit les liens qu'on peut avoir avec la Chine parce qu'effectivement l'Afrique et la Chine ont toujours été liés même dans l'histoire. Les gens ne le savent pas, mais la Chine la Chine, en tout cas la partie australe, plus la partie australe que la partie occidentale, donc la partie Afrique de l'Ouest, mais en tout cas la partie australe, était vraiment plus en contact avec la Chine, et donc c'est des liens qu'on est en train de retrouver, qu'on est en train de renouer. Voilà. Peut-être lire quelques passages, non? Je vais chercher. On n'a pas. J'ai pas c'est pas mal que tu le dises. Après j'ai une question. Mais tu poses la question tout de suite. Non, mais c'est juste que tu disais qu'effectivement. Plus fort. Ah oui, pardon. D'où vient cette mauvaise perception de la Chine en Afrique, pour toi? Alors pour moi, cette mauvaise perception, elle n'est pas forcément appréciée. Cette mauvaise perception, elle vient du fait que nous avons été éduqués, en tout cas nous sommes sous la coupole de l'Occident. Et en fait, souvent, on a tendance à reproduire les clichés. Les clichés, effectivement, que nous produisent notre ancien colon. Comme on dit, les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis. Donc, du coup, c'est vrai que pendant toute la période du 19e, il y a toute cette période anti-chinoise, on appelle ça le péril jaune, d'accord? Et donc, le péril jaune, c'est vraiment quelque chose qui perdure depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui.
Donc vraiment, ce côté où, par exemple, dans le Xe siècle, tu avais des articles qui disaient que les Chinois mangeaient les bébés, par exemple. Il y avait vraiment tout un narratif autour des Chinois, et après il y a ce côté rusé et compagnie, machin. Après il y a aussi le côté politique, puisque aussi ils sont en tout cas, ça reste un pays communiste. Donc aussi, il y a aussi cette dualité, démocratie, communisme, donc, qui est rattachée avec la Russie. On voit bien les excès de comportement qu'on a. Donc il y a tout ce narratif qui font que on s'est très vite détaché des Chinois, et on a une perception un peu... Mais est-elle pas elle-même, comment dirais-je, elle n'a pas une part de responsabilité, parce que nous, moi par exemple au Congo, généralement les édifices des Chinois ne tiennent pas. Donc du coup on a cette mauvaise perception en disant que... C'est pas la cause de la Chine. Non, je parle juste de la perception. Bien sûr, je suis d'accord. Mais il me semble que c'est justement au Congo où on a fait une belle route qui a relié, ça s'appelle Pointe-Noire et Brazzaville. 1 sur 10, je veux dire par là. Non, c'est pas 1 sur 10. C'est que quand les travaux ont été mis, il y a la route, il y a le stade, il y a la corniche, il y a... Ça s'est écroulé. Ça s'est écroulé. Non, en fait, ce que je veux dire, ça s'est écroulé, mais après, je ne vais pas donner les responsables, mais vous savez très bien qu'à un moment donné... Non, c'est pas à cause de la Chine. Je pose juste des questions en disant qu'effectivement, ok, il y a cette mauvaise presse de l'Occident, mais n'est-elle pas aussi elle-même responsable de cette, comment dirais-je, des faits et des résultats? Parce qu'effectivement, tu parles d'un simple Congolais. C'est pas... Après, effectivement, il y a ces failles. Mais c'est vrai que des fois, pour faire plaisir, nous savons que dans nos pays, il y a beaucoup de corruption qui font que... comment fonctionne le Chinois? Le Chinois, il a un budget. Tu prends dans son budget, il va faire le travail, mais si la route elle doit faire 20 cm d'épaisseur, si tu prends dans le budget, il va faire 10 cm, 5 cm. Oui, mais comment dire, cette expression, on entend tout le temps, oui, c'est le fameux 20 cm. Ouais. C'est un cahier de charge. Donc, soit tu es capable de le respecter, soit tu ne l'es pas. Et ils sont capables de respecter. Ils font avec le budget alloué. Ils font avec le budget. C'est bien que les histoires de budget, c'est compliqué. Après, je veux dire qu'effectivement, par exemple, il y a d'autres pays pas forcément de la zone francophone, plus du côté austral, justement, ça peut être la Zambie ou le Zimbabwe. Je sais qu'effectivement, il y a plus le Zimbabwe plutôt, effectivement, où il y a eu des rapports un peu difficiles avec la Chine. Par exemple, tu vois même des aéroports qui sont complètement devenus chinois, même à l'intérieur du continent africain. Et c'est vrai que ça peut rebuter. Ils sont aussi très implantés en Éthiopie. Il y a aussi cette dureté, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un rapport, par exemple, au travail, un rapport il y a un rapport au travail qui fait que des fois, il peut y avoir des frictions avec les populations locales. Donc des fois, il y a des mauvais comportements, il y a des mauvaises attitudes, mais ça, c'est inhérent à tout peuple qui vient dans une autre région. Je poserai des questions, après, observations par rapport à l'ouvrage un peu plus tard. C'est par rapport à la question qu'il a posée. J'ai une toute petite expérience de la Chine que j'ai partage avec mon petit neveu qui est là, parce que depuis 2008 environ, nous pratiquons la Chine, lui et moi, pour diverses activités. Et il faut savoir comment les Chinois ils fonctionnent. C'est-à-dire, effectivement, tout à l'heure, tu as évoqué la question du cahier de charge. En Occident, quand on veut réaliser une activité, ou on veut réaliser un produit, on respecte un cahier de charge. Et cela a un coût. Et quand vous avez votre facture pro forma qui arrive, il est possible de négocier un rabais, une réduction. Et quand l'occidental, il te fait une réduction, il tient et il garde la qualité admise et le cahier de charges est respecté. Mais quand vous allez au-delà, en Occident ou en Afrique, on vous dit « je ne peux pas, je perds le marché ». Mais le chinois ne fonctionne pas comme ça. Le chinois, il est capable de modifier, même pas s'adapter, de modifier le cahier des charges en fonction
de la réduction que tu lui demandes. Donc nous, Africains, comme on a toujours l'habitude de négocier, de rogner sur les prix, on ignorait, et je pense que c'est maintenant qu'on a compris, on ignorait que le Chinois, quand il te donne une facture pour un produit qui coûte 10 euros, il faut accepter qu'il te fasse le produit et qu'il te le fasse vraiment et que cela vaille les 10 euros. Et cela vaudra les 10 euros. Mais comme nous, en Afrique, habituellement, on a toujours tendance à vouloir demander des rabais, même si tu lui demandes 50% de réduction, il te fera 50%. Même 80% de réduction, il te fera les 80% de réduction pour ne pas perdre le marché. Mais en contrepartie, c'est 80% de la qualité qui est perdue. Affectée. Donc, il est important de voir que ce mode de fonctionnement a effectivement terni l'image de la Chine parce que les produits livrés in fine après négociation ne correspondent pas toujours aux attentes des clients africains et cela a contribué comme je dis, à ternir l'image et à emmener les Congolais à dire ce que l'on sait et l'autre chinois et où mais la kate. Mais pourquoi ils le disent pas ça? Donc les Congolais qui sont là, donc en fait les produits des Chinois n'ont pas une longue durée de vie. Et donc c'est ce qu'il faut retenir par rapport à ce mode de fonctionnement des Chinois. En bon élève de Jean-Paul Pougala, Tout à fait. je suppose que vous êtes toujours dans l'idée De la Chine vers le continent africain. ça vient avec les nouveaux changements. Avant, ce n'était pas la Chine, c'était l'Occident. C'était la France qui venait marchander. Aujourd'hui, c'est la Chine. Je suppose que vous avez pris position. Donc, vous prenez position. Parce que ce manuel, quand on lit le grand titre, on se dit, waouh, manuel de... Petit manuel de la guerre économique. Mais on ne s'arrête pas là. On va un peu plus loin. Il y a la Chine qui arrive. Je suppose que toi aussi, l'auteur que tu es, tu prends position. Est-ce, d'une part, une promotion que tu fais pour le carré chinois? Si c'est le cas, pourquoi? Et quels sont vraiment les éléments qui nous ramènent toujours vers la Chine? Et la troisième question serait de savoir, aujourd'hui c'est la Chine, demain ce serait qui? Finalement, qu'est-ce qu'on gagne nous là, dans cette histoire? Parce que hier on a décrié ceux qui faisaient la promotion de la France. La France est venue avec toute son idéologie politique, économique et autres, qui a failli. Nous en avons les conséquences aujourd'hui. Aujourd'hui c'est la Chine, sans nul doute avec la Turquie. Demain, ce serait qui? Parce que vous ne prenez pas position pour le continent africain. Vous prenez position toujours pour un partenaire externe. Les autres ont fait comme vous, ils ont fait la France hier, et vous faites avec la Chine. Quel est le vrai positionnement du continent africain? Est-ce que vous avez le regard retourné vraiment vers le continent? Parce que s'il faille développer le continent africain, il faut trouver les mécanismes propres à l'Afrique, sans pour autant penser d'abord aux partenaires qui, eux, ont un besoin en termes de matière économique aujourd'hui. Aujourd'hui, on le voit avec Trump qui arrive, qui a des besoins. La Chine aussi a des besoins. Mais quels sont les vrais besoins de l'Afrique par rapport à ce que vous donnez comme... Alors, moi je trouve que la question elle est pertinente dans le sens où elle est toujours posée en fonction de ce qu'on a vécu avec l'Occident. Donc du coup, quand on se positionne, on dit bon, maintenant ils sont pour la France. Enfin, hier ils étaient pour la France. Hier, ils étaient pour la Russie aussi, parce qu'on a eu la période russe aussi en Afrique. Après, il y a eu les États-Unis, puis maintenant il y a la Chine. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Comprendre la Chine en Afrique, c'est aussi comprendre aussi qu'on est sur des paradigmes différents. On est vraiment sur une perception, sur un apport de la Chine qui est différent. Là, aujourd'hui, c'est un partenaire qui veut nous aider à nous en sortir. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, elle s'est trouvée isolée. Elle se trouve isolée un peu. Le swapping, en fait, c'est une autre façon de parler du troc. D'accord? C'est-à-dire qu'effectivement, au lieu de donner les sous directement aux États, d'accord, quelque part, c'est des mines, on va prendre des mines contre un certain nombre d'infrastructures. Pourquoi ils en sont arrivés là? C'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qui... L'Occident le fait aussi. Non, ils ne le font pas. Il y a un point d'enchaînement. Moi, ce que j'allais poser... Alors attends, vas-y. Oui, vas-y. Non, ça va toujours dans le sens du swiping. En fait, c'est que les Chinois, ils appellent ça swiping ou comment vous voulez, mais chaque fois qu'ils posent des actes, il y a un logo où ils mettent
aide chinoise. Oui. On a l'impression qu'ils viennent et qu'ils font ces travaux gratuitement. Oui. Ouais. Alors qu'on sait, en tout cas Très bien, personnellement, un échange. je sais qu'il y a un échange. Mais la population ou encore nos gouvernements nous présentent ça comme de l'aide chinoise. Aujourd'hui, on va parler de l'endettement du Congo envers la Chine. On nous a souvent présenté que la construction des hôpitaux ou quoi était marquée du sigle aide de la Chine vers le Congo. Et à la grande surprise, aujourd'hui on se rend compte qu'on est très endetté envers la Chine. Alors, est-ce de la manipulation? Alors, qu'est-ce que produit le Congo justement? Parce que justement, c'est bien de demander de l'aide, enfin en tout cas, mais est-ce qu'ils sont productifs? La question c'est pourquoi appeler ce partenariat à la aide de la Chine envers le Congo alors que c'est du business gagnant-gagnant entre la Chine et le Congo? C'est de l'aide dans le sens où effectivement, quelque part, l'argent est avancé. C'est-à-dire que l'argent est avancé. C'est eux qui investissent de leur argent. Non, parce qu'il y a beaucoup de prêts justement qui sont pas forcément remboursés, on va dire directement. D'accord. C'est un prêt. Il y a quand même c'est peut-être pas remboursé en termes d'argent, mais il y a quand même un retour que le pays qui reçoit cette fameuse aide, in fine, doit payer. Comme disait tout à l'heure, Hakim, c'est effectivement aussi pour garder le marché. C'est-à-dire, voilà, on vous aide, mais voilà, vous êtes un peu plus conciliant pour nous laisser accéder à vos ressources. J'avais une question, je trouve le titre quand même assez osé. Ah bon? Oui, parce qu'on a l'impression que la Chine serait un peu la solution ou le sauveur des pays africains, alors que moi j'ai plutôt l'impression que la Chine, dans sa politique, elle est quand même très expansionniste. Et est-ce que c'est pas un risque de s'allier à la Chine et de revenir sur les mêmes choses qu'on a pu faire, comme avec la France-Afrique? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de retomber sur une Afrique-Chine? Chine-Afrique plutôt. Alors déjà, il faut savoir que la Chine ne parle pas de politique. Elle ne s'immisce pas dans la politique. Elle, ce qu'elle fait, c'est ce qui l'intéresse, c'est le business. D'accord? Tout est politique. Comment? Tout est politique. Pour moi, tout est politique. Elle a dit, tout est politique. Non, ce qui l'intéresse, c'est de faire du business. D'accord? C'est de faire de l'économie. En fait, ce qu'on a du mal à comprendre avec la Chine, ce sont des commerçants. Les Occidentaux, ce sont des conquérants. Donc on est vraiment sur deux concepts différents. Effectivement, ce qu'ils essaient de sécuriser, ce sont leurs routes commerciales. D'accord, leur route commerciale, l'approvisionnement, puisqu'ils sont aussi l'usine du monde, donc ils ont besoin de ressources à droite à gauche, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de ressources qu'ils prennent en Afrique qu'eux ont déjà. Après, c'est aussi, ne serait-ce que les terres rares, ceux qui ont le plus de terres rares, c'est aussi la Chine en a déjà beaucoup. Pourquoi ils le prennent alors? C'est pour vraiment c'est concurrence. Non, c'est une façon de soutirer aussi aux Occidentaux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle de guerre économique, c'est-à-dire que tu fais la guerre contre tes concurrents. Il faut savoir que la Chine a une... Ce que les gens ne savent pas, c'est que la Chine, c'est comment on appelle ça, elle est en opposition avec les Occidentaux, mais ça ne se fera pas de manière frontale. Il y a eu deux guerres qui ont été très dévastatrices dans leur histoire, qui s'appellent les guerres de l'opium. Il faut savoir qu'après ça, ils ont eu ce qu'on appelle 150 ans de misère, ou ils appellent ça le siècle de l'humiliation. Et il faut savoir que c'est cette chose-là que la Chine s'est juré en fait de se venger, on va dire, sur l'Occident. Je ne sais pas si vous regardez beaucoup de films de karaté quand vous étiez jeune, mais en tout cas je regardais. Les sujets qui revenaient tout le temps, c'est la vengeance. Il faut savoir qu'il y a un peu cette culture de le mal que tu me fais maintenant, je te le referai repayer plus tard, même si c'est dans plusieurs générations. Et donc dans cette guerre économique, d'accord, il s'agit aussi d'affaiblir l'opposant. Dans cette guerre économique, ce qu'on sait, c'est que l'Occident, pour pouvoir prospérer, elle a besoin de l'Afrique. C'est-à-dire que, même s'ils ne le disent pas, c'est qu'une grande partie des ressources et des valeurs qu'ils transforment, puisqu'en fait, ils vont prendre en Afrique, après ils transforment, ils transforment après dans leurs industries.
Hein, ils prennent les matières premières chez nous et après ils les transforment chez eux et après ils créent de la valeur. D'accord? Ils savent que ça se passe en Afrique. L'idée, c'est que demain, on puisse finalement, entre guillemets, couper cette source d'approvisionnement. En fait, c'est ça toute la guerre économique que fait la Chine en Afrique. Ils n'ont pas besoin d'être en Afrique. Mais ce qu'ils veulent, c'est que les Occidentaux ne puissent plus accéder à ces ressources pour qu'eux puissent prospérer en leur défaveur. Rapidement, ce qui sous-entend que on va toujours être grand perdant. Bah oui. Il y a eu un conflit, il y a eu une crise ou une problématique en RDC sous Kabila, il y a très peu, où on avait demandé à Kabila de pouvoir revoir les contrats avec les Chinois. C'était un conflit énorme, le FMI s'était opposé, et puis la Chine également avait ses conditions. Je reviens encore sur ce que je dis, j'y insiste, parce que quand je lis dans ce livre, et je le dis effectivement, c'est bien, c'est oser ce que tu fais, ce que tu prends en position. Tu dis, la Chine a parfaitement compris les comportements incohérents et parfois violents que l'Afrique adopte à son égard. Souvent dénuée de logique apparente, cette compréhension s'explique par la clairvoyance de la Chine face aux mécanismes de la manipulation orchestrée par l'Occident. Donc, on est dans une des guerres, les Africains sont là, la Chine est là, et toi tu prends position en fait. Parce que même, c'est pour ça que je disais au tout début, le gros souci, entre guillemets, qu'on a nous sur le continent africain, c'est qu'on n'a pas compris qu'il y a une guerre. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris le jeu. On n'a pas compris le jeu économique. Un jeu économique, c'est quoi? C'est effectivement la maîtrise de ses économies, la maîtrise de ses ressources. Donc il faut mettre un certain nombre d'éléments en place. Or, tous ces éléments, on ne les met pas. On a des présidents, on a une administration finalement qui joue en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas au service des populations. Ils ne sont pas au service de leur continent, ils sont dans la distraction. Donc la guerre finalement, elle se fait entre les gros pôles, comme là on le voit en ce moment, là ça se voit. La guerre elle se fait entre qui? Entre les États-Unis, entre la Russie et la Chine. Et au milieu, les gens essayent de se positionner. Et nous en Afrique, on n'arrive pas à se positionner, on n'arrive pas à avoir une intelligentsia, ou en tout cas une élite qui est complètement, qui se met au service de leur nation. Tant qu'on n'est pas au service du continent, et ben finalement ce sont les autres qui font la guerre à notre place, et effectivement ce sont eux qui viennent dans nos États faire, en tout cas se placer, racheter les terres et compagnie, faire un peu leur stratégie pour pouvoir effectivement empêcher les Occidentaux, eux, de progresser, de prospérer. Juste rapidement, ce que j'entends, moi, c'est que implicitement, tu as quand même tendance, comment c'est perçu dans la salle, c'est que tu aurais tendance à dire que la démarche de la Chine est plus vertueuse. Alors qu'au final, il me semble qu'un terrain de jeu, et tu le dis, tu dis que les Chinois se vengent des Occidentaux, donc il n'y a pas une philanthropie dans la démarche. Ça reste la guerre économique, elle s'applique aussi à la Chine. C'est pour ça que je parle bien de guerre économique. Oui, c'est une guerre économique. Il faut bien que tu as parlé de l'exceptionnalisme chinois, on parle dans le livre. Mais quand on parle, tu en parles juste pour déconstruire en disant que tout ça, ça participe à la propagande anti-chinoise. Alors que peut-être pas. Donc l'exceptionnalisme chinois, tu l'expliqueras mieux que moi, c'est que pour beaucoup de gens, les entreprises chinoises, c'est bizarre. Les conditions de travail, c'est pas ça. Ils payent mal, ils polluent. Donc toi, tout ce que tu dis, quand tu évoques ça, tu dis ouais, mais ça c'est seulement pour diaboliser la Chine. C'est important que tu précises les choses en disant la Chine, on s'en inspire, mais pourquoi on devrait se méfier de la Chine? Est-ce qu'il y a des points, selon toi, où tu nous dis attention, n'allez pas dans ce sens-là quand ça concerne la Chine? La même chose, tu dois dire attention quand ça concerne les Occidentaux, n'allez pas dans ce sens-là. Et là, tu es dans ton rôle au centre panafricain pour l'Afrique avant tout. Ah non, mais sinon tu es pour l'Afrique. Mais je suis pour l'Afrique. Je suis vraiment pour l'Afrique au tout début. Mais effectivement, il faut aussi que. C'est-à-dire que. Des fois, ce que je reproche à toutes les critiques qu'on puisse faire avec la Chine, c'est comment ça se fait qu'on arrive à avoir ce regard aussi acerbe et aussi aiguisé quand c'est la Chine, alors que pour l'Occident, j'ai l'impression que l'Occident, j'ai l'impression que on n'a rien vu passer. Ça fait 500 ans qu'on se fait tirer dessus comme des lapins. Là, en ce moment, au Congo, on s'aperçoit qu'au Congo, on se sert par exemple du Rwanda comme
voilà, comme on appelle ça de proxy, enfin je ne sais plus le terme exact, enfin en tout cas c'est un proxy pour les États-Unis, pour mettre la pression en RDC. Comment se fait-il qu'on n'est pas capable de les dénoncer? Je vois par exemple notre président Tshisekedi qui est parti, qui est en train d'essayer de négocier, qui est en train de faire le dos rond, on dit bon ben puisque pour qu'on puisse arrêter la paix, on va vous acheter la paix, donc écoutez, on va couper tous les contrats avec les Chinois, comme ça vous allez revenir. Mais non, mais c'est pas possible. Beaucoup de choses. La première, c'est que effectivement, Patrice a la particularité d'être un fanatique de la Chine. C'est normal. C'est-à-dire que quand on va en Chine, on est séduit par les réalisations chinoises et surtout quand on les compare à ce que l'on voit en France. Et pendant longtemps, on a tourné le dos à la Chine et on ne voyait que l'Occident. Effectivement, après, quand on va en Chine, on voit Shenzhen, qui a été construit exprès pour être la vitrine chinoise en face de Hong Kong, la réplique chinoise de Hong Kong pour lutter contre le rayonnement de Hong Kong. Et la Chine voulait montrer qu'elle aussi pouvait avoir une ville rayonnante, donc c'est en cela qu'il est intéressant de visiter Shenzhen, parce que c'est toute une stratégie, tout a été fait sur le plan des infrastructures, sur le plan économique, les usines, les industries. Donc on a voulu faire de Shenzhen un modèle chinois de réussite qui peut dépasser Hong Kong, qui est juste à 5 km. Wow. Maintenant, quand on a dit ça, et qu'on voit le concept même de guerre économique, effectivement, moi quand j'ai vu le terme guerre économique, je me suis dit qu'il est en train de reprendre un terme qui est très à la mode, où tout le monde parle aujourd'hui de guerre économique, de guerre tarifaire, de guerre douanière, les guerres de prix. Mais le mot guerre est un mot très violent. Parce que quand on parle de guerre, on oublie que c'est des chairs en lambeaux, c'est des crânes qui explosent, c'est le feu, c'est le sang qui dégouline, c'est les pleurs, et donc c'est fort. Mais ça illustre une certaine réalité. Donc en fait, c'est vraiment sur ces points-là que je suis un peu critique par rapport à nous. C'est-à-dire que je suis très critique par rapport au fait qu'on a des solutions. L'Afrique, c'est vraiment le pays où il y a tout, en fait. C'est le pays qui a toutes les ressources, qui a tout, mais on n'arrive pas à transformer en termes de valeur. Je parle aussi d'une seconde chose qui s'appelle, que j'ai développée, qui s'appelle le collectivisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que nous avons une structuration de nos politiques, même de nos comportements, de nos économies, qui est très individualiste. Même si on nous parle de solidarité, même si on dit que les Africains sont solidaires entre eux, en fait, ils ne le sont pas réellement. Ils sont vraiment c'est plutôt clanique, c'est plutôt ethnique. Bon, voilà, on est vraiment entre familles. Il y a ce côté collectiviste chinois qui permet effectivement de voir le continent, de voir leur pays avant l'individu. Et c'est vraiment toutes ces choses-là que moi j'aimerais qu'effectivement qu'on s'inspire. Après, il n'y a pas de naïveté en pensant qu'effectivement que les Chinois vont venir nous aider. Ils ne sont pas là pour nous aider. Mais ils sont passés par des chemins, ils ont mis des techniques en place, ils ont des outils qui sont disponibles. Pourquoi ne pas les utiliser? C'est vraiment... en fait, ça n'a pas de sens en fait. Une question. On va trop aller dans le sens, mais c'est un fait. Aujourd'hui, en Afrique, il y a la ZLECAf qui est en train d'être développée. Tout à fait. C'est une zone économique. La ZLECAf est en train d'être développée. Est-ce que c'est juste pour ouvrir des portails sur toute l'Afrique pour que les marchandises chinoises inondent le continent? Ou c'est pour réellement avoir une libre circulation de biens et services africains, sachant qu'aujourd'hui, dans toute l'Afrique, à part l'Afrique du Sud ou le Maghreb, on n'a pas l'industrie qu'il faut, même pour développer le secteur agroalimentaire. Mais à qui la faute? Parce que c'est vrai que ça, cette question, elle revient souvent. On se dit oui, les Chinois ont profité de la ZLECAf pour pouvoir disperser leurs produits. Eux sont dans leur démarche de commerçant. Donc effectivement, voilà. Maintenant, nous,
le problème, des fois, pour envoyer un produit, ne serait-ce que de Brazza jusqu'au Cameroun, mais c'est une galère. Des fois, tu es obligé d'envoyer jusqu'en France pour que... Brazza, Kinshasa, même Brazza, c'est la galère. non, même Brazza, Kinshasa, il n'y a pas de libre-échange. La ZLCOP, c'est une connerie pour moi. Non, c'est pas... Donc, pour l'instant, ça n'a pas encore été mis en place, mais... Mais c'est parce que nous-mêmes, on ne met pas les outils pour pouvoir faire circuler nos biens, nos biens et services. Ne serait-ce qu'après, il y a la difficulté, on va dire, monétaire, mais ça c'est encore un autre problème. Donc, les problèmes d'industrie et les problèmes de circulation, tout ça sont des problèmes que nous-mêmes, on ne cherche pas à régler. C'est-à-dire, est-ce que nous-mêmes, on cherche à s'industrialiser pour pouvoir communiquer entre nous, faire des échanges. Moi, tout ce que je vois, chaque fois que je vais sur le continent, je vois que les gens ils produisent, mais c'est pour envoyer en France. Ah, je produis, ah là là, tac tac tac, c'est pour envoyer en Europe. Mais il y a ton voisin, pourquoi tu ne cherches pas à vendre dans la sous-région? C'est ça que des fois je ne comprends pas. Alors, si vous me permettez, oui. c'est la première fois que je prends la parole. Donc, dans un premier temps, avant de venir moi, à ma critique personnelle, c'est d'abord vous féliciter pour cette initiative, parce que prendre effectivement ce manuel, pour moi, c'est une arme que les États, chaque individu, chaque Africain, pourra s'en servir à bon escient ou à sa guise. Donc, déjà, félicitations pour cette initiative. Alors, pour ma part, ici, il est question de guerre économique. Qui parle de guerre parle de stratégie. Et dans la stratégie, effectivement, il y a aussi le choix des alliés, qui est un pan d'une stratégie. Mais au-delà du choix de l'allié, avant d'arriver au choix de l'allié, il y a d'abord la stratégie en interne. Qu'est-ce que nous faisons d'abord en interne afin de ne pas non seulement subir la guerre économique mondiale, où l'Afrique est perçue comme effectivement une mine d'or où chaque occidentaux ou personne étrangère vient juste pour s'y servir. Mais qu'est-ce que les Africains font eux-mêmes réellement en interne, l'organisation régionale et sous-régionale, afin de pouvoir mettre en place des mécanismes économiques qui vont non seulement servir permanemment pour l'Afrique, mais avant de penser aussi à l'exportation. Donc dans la stratégie, pour moi, surtout dans la guerre économique, il y a cet aspect introspection et stratégie interne. D'abord, le premier partenaire de la guerre économique de l'Afrique, c'est d'abord les Africains. Okay. Avant de penser d'abord aux alliés, parce que les alliés, effectivement, ils viennent pour leurs propres intérêts. Et là où c'est intéressant de pouvoir allier la Chine, moi je serais d'accord si cette alliance mettait en exergue l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, la Chine est ce qu'elle est aujourd'hui, parce que la Chine a investi dans l'éducation de sa population. À telle enseigne, elle constitue aujourd'hui l'usine mondiale. Toutes les compétences du monde, elle les regorge, parce qu'elle investit dans l'éducation. Donc cette alliance avec l'Afrique devait mettre en avant, en proéminence, l'échange des connaissances, des compétences, de sorte à ce que l'Afrique ait les outils, l'intellectualisme nécessaire afin de pouvoir construire ses propres routes, développer ses propres industries. Et moi, c'est comme ça que je visionne la chose. Au-delà, effectivement, de cette alliance, effectivement, comme toute alliance, il y a des axes d'amélioration. Donc, effectivement, dans les alliances avec la Chine, il y a aussi des axes d'amélioration qu'il faut apporter, comme avec la Russie, comme avec l'Europe, bien évidemment. Mais le premier partenaire, pour ma part, voilà, c'est d'abord le choix stratégique, le choix des Africains. Comment suivre, même au niveau des matières premières avec le café et le cacao. La Côte d'Ivoire et le Ghana produisent 60% du cacao mondial. Normalement, ces deux pays devaient être des price makers, c'est-à-dire des personnes qui fixent les prix sur le marché, tout simplement parce qu'ils produisent 60% de cette matière première. Quand on prend l'organisation des pays africains producteurs du pétrole, qu'est-ce qu'il en est? Quelle est la politique africaine pour pouvoir contrôler le marché du pétrole? Ça, c'est un autre point. Aujourd'hui, l'Europe veut électrifier la mobilité. On parle de mobilité électrique. 2035, l'objectif, c'est que tous les véhicules soient électriques. Mais la conception et la construction de ces matières, des moteurs électriques, est basée sur les richesses qui sont disponibles en Afrique, au Congo. Quel est le rôle, quelle est la part gagnante du Congo dans cette dynamique mondiale? C'est vraiment ça.
Je vais juste tu ouvres un axe qu'on n'a peut-être pas forcément parlé, mais c'est vrai que la partie éducative. C'est vrai que justement la Chine s'investit beaucoup à faire venir des étudiants africains. D'ailleurs des étudiants africains qui des fois ne le savent pas ont plus de privilèges que les étudiants même chinois, puisque les bourses que touchent les Africains qui vont en Afrique est souvent 5 à 10 fois plus élevée que les bourses que peuvent toucher les Asiatiques eux-mêmes. La Chine, c'est entre 1 million et 2 millions de nouveaux ingénieurs chaque année. C'est-à-dire qu'ils sont effectivement très actifs, ils commencent à avoir des écoles qui sont reconnues dans le monde entier. Et effectivement, ils donnent la possibilité à tout Africain de venir en Afrique. Et d'ailleurs, il y en a de plus en plus. Hein. Moi, je vois sur mon TikTok, mais je vois qu'il y a de plus en plus effectivement d'Africains qui vont sur le continent, en tout cas sur la Chine. Alors c'est vrai que au moment du Covid, on avait eu c'était un peu cette mauvaise image où en fait il avait été un peu maltraité, il avait été voilà. Donc du coup il y a eu cette image de se dire voilà les Asiatiques sont racistes et compagnie. Et bon c'est un fait, c'est un contexte. Et voilà. En Chine, j'ai appelé mon oncle ici présent. J'étais allé en formation en usine à Shenzhen parce que hormis le graphisme et l'imprimerie, je suis technicien qualifié en micro-LED, réparation et installation. Donc j'ai été à l'usine pour cette formation. Et arrivé à Shenzhen, j'ai vécu du racisme comme ça. J'ai rien fait, j'ai rien demandé. Les gens étaient méchants avec moi. Racisme primaire. Juste parce que j'étais noir. T'as ceux qui sont venus lécher ma peau pour savoir si j'étais fait en chocolat. Mais ça c'est pas du racisme ça. Moi quand j'étais j'arrive. Après je reviens sur Guangzhou parce que on avait de la marchandise à envoyer au Congo. J'arrive pour prendre une chambre d'hôtel. On me dit on ne peut pas te donner une chambre d'hôtel parce que tu es noir et que tu vas salir nos draps. Il faisait moins 5 ce jour-là. J'étais là, je tremblotais comme ça. La dame a appelé la police pour dire qu'il y a un jeune noir qui veut m'agresser dans mon hôtel. Non, mais effectivement, là, je peux rien dire parce que je suis pas les. Ça n'a rien à voir avec l'ignorance, ils font exprès. Si je peux aborder. Il y a en Chine, même où il n'y a pas de racisme. Non, attendez. Non, vrai de vrai, où il n'y a pas de racisme. Il faut que. Non. Même en Chine, il y a une population des Chinois qui sont très clairs, qui sont très celles qui sont très privilégiées. Donc, des fois, il y a. Ils appellent les négritos, je crois. Voilà, donc. Même nous-mêmes, moi je dis toujours, même nous-mêmes en Afrique, nous sommes racistes. Il faut le dire. Pas des blancs. Plutôt entre nous, plutôt entre nous. On va dire oui, lui il est bien de tel. On a un sentiment anti-blanc par rapport à ce qu'on a vécu. On ne peut pas dire qu'on est raciste envers les blancs. Moi je suis contre. Oui, je suis contre ça parce que, regarde, aujourd'hui, toi et moi, on vient de se connaître, d'accord? Tu ne m'as rien fait, je ne t'ai rien fait. Du jour au lendemain, je me mets à t'oppresser. Ben, derrière, entre toi et moi, c'est qui le méchant? C'est moi le méchant. Mais toi, tu vas développer un sentiment soit de vengeance, soit de haine à mon égard. Donc dire qu'il y a le racisme anti-blanc, pour moi c'est faux. Parce que celui qui a commencé à détruire, c'est le blanc. Oui, mais là, en revenant, merci Maria, on remercie Maria en tout cas de m'avoir. Merci. Oui, donc pour revenir sur ce que disait Sarah, oui, c'est vrai que moi-même, en ayant été en Chine, c'est vrai qu'ils ont des fois des comportements un peu, on va dire, ça peut être irrespectueux ou même rigolo. Dans le sens où ils vont se mettre à côté de toi, demander des photos, tu prends une photo, ils vont se glisser derrière toi, pour machin, enfin, ils ont des comportements comme si effectivement. Même au fin fond du Congo, à blanc quand tu vas, ou bien quand tu vas au Togo, on les appelle les faux yovos, mais ils sont des yovos. C'est plus ou moins la même chose. Vous savez, monsieur Hakim ici présent, on est allé chez les fournisseurs. Et donc il y a la fille d'un de nos fournisseurs
qui était là et qui voit M. Haïti et qui dit « Oh, je l'ai manqué !» Il est là, je parle de lui. Ouais. C'est trop grave. Non, mais c'est vrai qu'ils peuvent avoir des... Donc, là, on est en 2015. Les Chinois, donc en 2015, les Chinois avec toute l'intelligence, toute la technologie. Non, mais on est dans Guangzhou, on n'était pas. C'est pas comme si on était à Hangzhou, on est allé dans des provinces compliquées. Non, on est dans Guangzhou, dans le marché des vêtements et des chaussures. Donc ils ont l'habitude de voir les Noirs. En 2015, c'est à partir de 2015 qu'il commence à avoir de plus en plus d'Africains qui commencent à aller. J'ai vécu l'expérience. Quand j'étais juste à côté, là, à Malte, il y avait des Coréens qui étaient là. Dès qu'ils étaient avec moi, ils appelaient leur famille pour dire regardez. Non, mais c'est vrai. J'étais pour eux. Un chef-d'œuvre. Oui. Je te rappelle. Mais non. Non, mais on a tous des exemples. J'étais à Disneyland à Paris. Une Anglaise qui touchait les cheveux de l'enfant. Ah, mais ça te protège du soleil. Il y a plein d'exemples comme ça, en vrai. Pour revenir sur. Je vais revenir sur. Oui, vas-y. Quand on parle de guerre, on est descendu de Marianne. Effectivement, on parle de guerre. J'ai l'impression qu'effectivement, depuis le début, l'auteur nous parle plutôt du bien de la Chine. Donc, dans cette guerre entre l'Occident et la Chine, vous optez que les Africains choisissent la Chine. Non, c'est pas ce que je dis en fait. C'est pas ce que je dis. C'est pas. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que, comme a dit notre invité là, dans cette guerre, alors, comment nous, Africains, on se comporte dans cette guerre? Est-ce que on subit juste cette guerre, parce que finalement, dans une guerre, toujours un vainqueur et un perdant. Comment nous, on existe dans cette guerre en fait? Ok. Parce que je vois que je pense qu'il faut revenir sur ce terme de guerre. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé, j'avais commencé un podcast qui s'appelle lui le petit. Voilà, ça s'appelle le petit traité de guerre économique. Ça veut dire que le sujet de guerre économique, ça m'a toujours touché, ça m'a toujours. Voilà. C'est vrai que j'avais un ami, quand j'ai sorti ce podcast, il me dit Patrice, moi j'aime bien ce que tu dis, mais le fait que tu parles de guerre, que tu utilises le mot guerre, pour lui c'était trop violent. Il disait que non, rien que pour ça, je veux pas te suivre. Et c'est vrai que ça m'a touché, et puis j'avais beaucoup réfléchi. Je me suis dit, mais c'est vrai que dans notre communauté, s'il y a quelque chose sur lequel j'ai l'impression on ne travaille pas, ou en tout cas on ne se penche pas, c'est vraiment sur vraiment tout ce qui environne ce mot de guerre. On regarderait toutes les civilisations, toutes les grandes civilisations, que ce soit par exemple les Chinois avec Sun Tzu, ils ont fait l'art de la guerre. Vous allez voir en Occident, il y a le prince de Machiavel. Après vous allez aux États-Unis, il y a ça s'appelle le grand échiquier. Enfin, ils ont tous écrit sur de la stratégie, sur comment s'organiser, comment gagner des confrontations et compagnie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une réflexion sur les oppositions. Et souvent, l'Occident, dans son caractère un peu conquérant, ça se passe toujours sous l'égide de la guerre. Et donc, moi, je parle pas de guerre militaire, je parle de guerre économique, parce que la guerre économique, c'est quelque chose, en fait, finalement, qui a existé depuis que les Occidentaux sont arrivés en Afrique. C'est-à-dire qu'en fait, tout de suite, dès qu'ils sont arrivés, c'est sous le trait de l'économie qu'ils ont commencé à nous vendre. Ils nous vendent parce qu'ils nous vendent, c'est parce qu'ils gagnaient de l'argent sur nous. Ils nous appelaient d'ailleurs au bois d'ébène, pour pas dire que c'était des nègres, mais ils disaient que voilà, on fait du commerce de bois d'ébène. Et puis après, il y a la colonisation. C'est toujours sous l'égide de guerre économique. Après, il y a les histoires de monnaie. Après, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, quand je parle de guerre économique, c'est bien pour dire que de manière sous-jacente et de manière vraiment discrète, on fait la guerre aux Africains, mais souvent que les Africains ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire qu'en fait, ils se... Voilà, justement. C'est pour ça que j'ai créé un petit manuel. Le petit manuel, il est censé apporter les outils pour commencer à réfléchir. Est-ce que du coup... J'apporte pas les solutions, j'apporte des... D'accord, quand on parle de l'Occident, tout à l'heure tu disais effectivement que l'Occident est un peu concurrent, la Chine, commerçant et plutôt petit point de la vengeance.
Je vais faire un résumé à la chose. Est-ce que peut-être pas l'Afrique n'est pas peut-être vouée à juste subir et ne pas avoir développé son économie? Oh. Écoute. Bon, parce que ta question elle est légitime. Mais en fait, c'est pour ça aussi que j'écris ce document. Pourquoi? Parce que il y a 100 ans, il y a 50 ans, on va dire que quelque part l'Afrique est un peu vide. C'est-à-dire que nos pays, par exemple, ne serait-ce que le Congo, c'était je crois qu'en 1950-60, c'était 900 000 personnes. Tu vois, après depuis plusieurs années, ça commence à grossir. En 2015, quand je viens au Congo, on est 4 millions. Et puis maintenant 2 ans, 3 ans plus tard, ou non, presque 10 ans plus tard, on est à 6, voire 7 millions. Donc, attends, laisse-moi finir. Donc ça veut dire que ce qui pouvait se faire avant, c'est-à-dire qu'on pouvait vivre finalement, on pouvait supporter cette manière de vivre, on ne peut plus le faire maintenant. On est obligé maintenant de s'organiser, on est obligé de mettre de la stratégie, on est obligé d'anticiper, on est obligé de s'organiser, on est obligé de voir le monde différemment. On va prendre deux interventions et on va laisser juste pour avoir mon idée. Donc pourquoi je dis ça? Parce que je me dis effectivement, si je ne me trompe pas, on prend le continent américain, il y a effectivement les États-Unis qui sont très concurrents, enfin l'Amérique du Nord qui est très concurrente, l'Amérique du Sud, elle subit plus ou moins. Donc est-ce que l'Afrique est vraiment dans cette guerre, doit jouer sa partition, ou bien plutôt juste subir et puis on peut pas, comme je te disais, on pouvait la subir il y a encore 100 ans parce que le continent était plus ou moins vide. Oui. Mais maintenant, on arrive à une période où en 2050, on sera 3 milliards. Et en 2100, on sera peut-être 4 milliards. Donc en fait, il y a des choses qui peuvent se faire quand le continent est plus ou moins petit. Bon, on n'a pas besoin d'avoir un PIB élevé, on n'est pas beaucoup, on peut s'autosuffire. Mais dès qu'un pays commence à devenir un peu, en termes de démographie, un peu chargé entre guillemets, on est obligé à ce moment-là de s'organiser et de se mettre autrement. Non, on va la dernière intervention. Moi après j'ai pas encore posé ma question. Oui, on va laisser poser sa question. Alors moi du coup j'ai 2 questions. Non mais depuis tout à l'heure je ne parle pas, hein. C'est pas tout à l'heure tu disais qu'on devrait un minimum copier le modèle économique de la Chine. Alors, s'inspirer, copier, eux copient très bien, anyway. Ouais. Du coup, je sais que eux, je ne suis pas encore à la Chine, hein, mais dans leur manière de faire, ils sont très attraits à la culture. Nous, on a notre propre culture. Par rapport à ça, qu'est-ce que nous, on peut s'inspirer de quoi exactement sur ce que eux font, qu'on puisse copier en Afrique? Et deuxièmement, par rapport à ce que tu dis au niveau de l'économie, sur quel secteur on pourrait travailler avec la Chine? Parce qu'en soi, il y a des choses qu'on peut faire avec les Occidentaux, les Occidentaux, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec la Chine? Bon, déjà, ce sur quoi on peut s'inspirer de la Chine, c'est qu'ils ont gardé leurs valeurs. C'est-à-dire qu'ils ont gardé leur tradition et leurs valeurs. Et en fait, ils se sont adaptés. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont nous, on doit apprendre, c'est apprendre à s'adapter par rapport à ce qu'on est pour pouvoir devenir, on va dire, meilleur. D'accord? Et ce sur quoi on peut s'inspirer, donc, comme tu dis, travailler avec la Chine, c'est sur les fondements, en fait, c'est sur les bases, en fait. Moi, c'est vraiment les bases. C'est pour ça que je parle beaucoup de travailler avec la Chine, c'est par rapport aux bases, c'est-à-dire la formation, comme il parle, l'éducation. Effectivement, il faut. Oui, il y a aussi ça, mais vraiment l'éducation, vraiment plus de sciences, plus de scientifiques. On n'a pas assez de scientifiques sur le continent africain. Je veux dire qu'on a des pays qui sont riches, mais en fait on sait pas les exploiter. En fait, on ne sait pas transformer. Donc apprendre à transformer. C'est-à-dire que notre continent, ce qu'on doit apprendre, c'est apprendre à pêcher le poisson plutôt que de commander le poisson. On va la dernière intervention. On pourra poursuivre un peu plus tard parce qu'on finit à 18h. Ah ok. Attends, juste. Oui. Alors, moi j'aimerais juste tirer une sonnette d'alarme. Je parlais tout à l'heure d'éveil des consciences.
il ne faut pas que 200 ans qui viennent de passer remettent en cause tout ce que l'Afrique a fait. Parce qu'à un moment donné, il faut reprendre aussi son histoire. Hein. Donc on n'est pas non plus idiot, on est baguette. C'est pas qu'on n'a jamais rien fait aussi. Aujourd'hui, on se parle quand même de beaucoup de siècles. Donc quand on regarde aussi, il y a pas mal d'empires, il y a pas mal de choses qui ont été faites en Afrique et c'est très important aussi de le garder. Aujourd'hui, on aime bien aussi se flageller en tant qu'Africain. Se dire, on ne sait pas. Je pense qu'on sait faire. Aujourd'hui, il y a 2 pays. Je ne suis pas dans la politique, mais il y a 2 pays aujourd'hui qui le démontrent, au-delà de la Chine qui est partenaire ou pas partenaire, ce genre de choses. Il y a le Rwanda et le Bénin aujourd'hui qui l'ont démontré en rapportant des gens de qualité chez eux. Et qui permettent aujourd'hui qu'on en parle avec fierté. Donc, quand on parle avec fierté. C'est compliqué. Non, mais d'accord, mais je ne rentre pas dans la politique, mais je rentre aujourd'hui dans la réalisation des choses. Et il est important que nous, Africains, il y a un conditionnement qui a été fait, il est indéniable. Mais il est important aussi qu'on reprenne ces valeurs-là et qu'on se dise qu'on a su faire et qu'on saura faire, mais il faudra le faire avec les autres, en ne n'étant pas du tout naïf. C'est juste ça, voilà. Et ça, c'est important. Cette représentation de ce qu'on sait faire et de vouloir l'appliquer est beaucoup plus important que ce flagellement qu'on est en train de faire en disant qu'on ne sait pas, on est nul, on n'y arrivera pas, ce genre de choses. C'était juste... La dernière, d'Olivier. Est-ce que, dans ton analyse, le fait qu'on observe que les États africains ou les Africains de façon générale n'ont pas de volonté de puissance, est-ce que ça explique beaucoup de choses de ce qu'on vit là? Oui, il y a aussi c'est vraiment ce dont je parle dès les premières lignes, c'est qu'il y a ce manque de perspective. En fait, la volonté de puissance, elle vient dans la vision. Qu'est-ce qu'on veut pour le continent africain? Et en fait, je pense que c'est la première question auquel je pense chaque président, ou en tout cas leader politique, doit pouvoir répondre. Qu'est-ce que je veux pour le continent africain? Parce que finalement, les Chinois ne font que répondre à cette question. Qu'est-ce que je veux pour la Chine dans 10, 15, 20 ans? Effectivement, on a parlé de Shenzhen il y a 20 ans. Ils se sont dit, nous, dans 20 ans, on veut que Shenzhen devienne le pôle technologique le plus avancé. Et ils ont travaillé pour ça. Nous, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pour le Congo? Qu'est-ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on veut pour le Bénin? C'est cette vision-là qui, mise en perspective, va nous donner cette puissance. Donc, moi, je me retrouve présentateur un peu par la force des choses. L'autre étant parti, Marie étant partie, donc vous êtes obligé d'inviter l'auteur à dire son mot de la fin et de conclure. Ok, merci Hakim. En tout cas, moi je tenais à remercier tout le monde d'être venu pour ce lancement. C'est vrai que pour moi c'est une première, c'est vrai que c'est mon premier ouvrage, c'est vrai que c'est un sujet un peu délicat et un peu difficile. C'est vrai que personne m'a demandé mais pourquoi c'est le tome 2, pourquoi c'est pas le tome 1, mais c'est parce que en fait le tome 1 j'étais en train de me débattre avec justement pour essayer de c'est plus justement comprendre l'Occident en Afrique. Et effectivement, arrive septembre, où je vois nos présidents africains qui s'en vont à ce forum, et je vois que ça ne va pas du tout dans les analyses, dans le comportement, dans la vision justement qui est manquante. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais écrire cet ouvrage pour essayer de montrer à nous tous qu'il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui sont à faire, il y a des choses qu'on peut faire. Et en fait, finalement, la Chine, elle est là. Bon, elle n'est pas là pour nous aider, mais en tout cas, s'il y a besoin de ressources, s'il y a besoin de progresser, s'il y a besoin de faire du transfert de technologie, ils sont là et il faut qu'on en profite. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui est là, et on est en train de passer à côté parce qu'on on est enfermé dans nos clichés. Donc voilà, donc en tout cas, je vous remercie pour de m'avoir écouté. On peut se procurer l'ouvrage. Déjà, il est là, il y en a ici. Déjà, il y en a ici. 19 euros. Il a 19 euros. Et il se trouve aussi sur Amazon pour l'instant, principalement. Tu prends le PayPal? Je prends la carte bleue. Bon, tu fais un PayPal et tu déplaces ton livre. Voilà. Vous êtes invité
à vous rapprocher de l'auteur. En tout cas, je tenais vraiment à remercier Hakim, parce que c'est lui qui a insisté pour que je fasse cette séance dédicace. Tu avais intérêt. C'est intéressant, oui. Oui, mais bon, je suis un peu timide, et c'est vrai que c'est un peu... Ça n'avait pas l'air. Bon, allez, timide. Allez. Et moi, je vais ouvrir le bal. T'as un PayPal ou pas? Oui, j'ai un PayPal. Je vais faire les choses à la manière des Africains. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès.